L'appartement vous plaît? Oui, oui, il est parfait, c'est exactement ce que je cherche. Super, bon bah moi j'ai lu votre dossier et si vous voulez le louer, c'est parfait pour moi. Bah écoutez, génial, oui je vous le prends. Juste un dernier petit détail, on a eu quelques soucis avec les précédents locataires, donc maintenant on veut prendre nos précautions. D'accord? C'est-à-dire, on a une condition pour louer cet appartement qui est au niveau du paiement du loyer. D'accord? On fera prélever le loyer sur votre salaire. Ah, je savais même pas que c'était possible. Ah si, pour le paiement du loyer on peut s'arranger comme on veut, du moment que vous et moi on est d'accord. Le droit donne la liste des moyens de paiement qui sont autorisés pour pouvoir payer le loyer, mais aussi de ceux qui sont interdits. Pour le loyer, le paiement ça se fera par type, donc par titre interbancaire de paiement. Pour le loyer, le paiement ce sera par chèque. Pour le paiement du loyer, ce sera des espèces. Il est possible de payer le loyer en espèces si le montant est inférieur à 1000 euros. Pour le loyer, le paiement se fera par prélèvement automatique sur votre compte bancaire. Je peux pas plutôt vous faire un virement chaque mois ou... Non, c'est prélèvement automatique ou rien. Si vous voulez l'appartement, c'est pas négociable. Il est possible de prélever le loyer sur ton compte bancaire, mais uniquement si tu es d'accord. Le propriétaire n'a donc pas le droit de t'imposer ce mode de paiement. Pour le paiement du loyer, on fera un prélèvement sur votre salaire. Le propriétaire n'a pas le droit de prélever ton loyer sur ton salaire, et ça même si tu es d'accord. C'est un mode de paiement du loyer qui est interdit, même s'il est prévu dans le bail. Ça c'est dû au fait qu'une telle clause est réputée non écrite, donc on fera comme si elle n'a jamais existé. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai entendu dire que je pouvais gagner de l'argent en dénonçant une fraude fiscale, c'est vrai? Oui, ça s'appelle le dispositif de rémunération des aviseurs fiscaux. D'accord, parce que je pense que mon patron il déclare pas du tout ce qu'il faut. Si je le fais, combien je serai payé? Est-ce qu'il y a un barème ou... Non, il n'y a pas de barème, c'est le directeur des finances publiques qui décidera du montant de la rémunération. Et vous pouvez pas me dire combien ça représente environ? Alors il n'y a pas vraiment de grille, mais ça peut aller jusqu'à 15% des sommes que l'administration fiscale va récupérer. Ça veut dire que si je dénonce quelqu'un et que, imaginons que la fraude elle est d'environ 200 000 euros, je peux toucher 30 000 euros. Oui, absolument. Juste pour être indemnisé, il faut que la fraude que vous allez révéler soit supérieure à 100 000 euros. Et bon, il faut quand même que les infos que vous nous donniez soient suffisamment précises et sérieuses pour qu'une enquête soit ouverte. Et est-ce que c'est anonyme? Anonyme non, mais votre identité restera secrète. En gros, il y a environ que 10 agents du fisc qui vont y avoir accès, donc normalement la personne que vous allez dénoncer ne saura jamais que c'est vous. On a souvent des salariés, des frères et sœurs ou même des personnes mariées qui se dénoncent entre eux et ça reste totalement confidentiel. Ok, merci. Dernière question, comment on fait? Vous avez juste à contacter l'administration fiscale, que ce soit par mail, par téléphone ou même en allant dans un centre des impôts. Et c'est vraiment légal, on peut rien me reprocher après. C'est totalement légal, ça a été mis en place et c'est géré par l'État, donc de votre côté il n'y a absolument aucun risque si vous ne mentez pas à l'administration fiscale. En cas de doute, les sources sont en description et pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bonjour tout le monde, allez on s'installe rapidement s'il vous plaît. Bonjour madame. Bonjour Elodie, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Oui j'étais malade mais ça va mieux maintenant. Elodie, t'as oublié de me donner ton certificat médical. J'en ai pas. Ah, bon bah dans ce cas je dois te mettre 0 au contrôle de la semaine dernière. Mais madame s'il vous plaît, tu connais les règles, en cas d'absence injustifiée à un contrôle, ça me fait pas plaisir, mais c'est 0. La loi est très claire, un professeur ne peut pas mettre 0 à un élève à cause d'une absence injustifiée. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas non plus te mettre un 0 ou réduire une note à cause de ton comportement en classe. En fait, l'idée c'est qu'on doit distinguer ton travail et ton comportement. Si tu as un comportement perturbateur ou que tu manques à tes obligations à l'école, tu peux être puni, devoir faire un devoir supplémentaire ou avoir une heure de colle, mais par contre les notes viennent apprécier un travail, et c'est pour ça qu'en principe, ton comportement ne peut pas affecter une note. Il y a autre chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et d'ailleurs, pourquoi t'as pas de certificat médical? T'étais vraiment malade au moins? Oui, j'étais vraiment malade, j'ai demandé le certificat au médecin, mais il m'a dit que j'en avais pas besoin. Pas besoin? Mais bien sûr que si, t'en as besoin pour justifier ton absence. Bah c'est lui qui a pas voulu m'en faire un en me disant que c'était pas nécessaire. Les seuls cas dans lesquels tu dois fournir un certificat médical à l'école, c'est si tu as eu une maladie contagieuse. Donc par exemple si tu as eu la varicelle, la gale, les oreillons, etc. Mais si ta maladie était hors de cette liste, l'école ne peut pas exiger un certificat médical. Si tu as d'autres questions sur ce qui est légal ou pas à l'école, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et en attendant, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Maman, je voulais te dire, j'ai un copain. Comment ça t'as un copain? T'as 14 ans? Oui, non mais maman, je sais que tu trouves ça jeune, mais tu sais très bien que maintenant c'est plus comme à ton époque. Depuis quand? Ça fait quelques mois maintenant. Et d'ailleurs, je voulais te proposer, si tu veux qu'on l'invite à la maison pour qu'il vous rencontre. Bah oui, je préfère le rencontrer quand même. Dis-lui de passer mercredi après-midi. Ah, l'après-midi, il pourra pas, il travaille. Mais comment ça, il travaille? Tu peux pas travailler à 14 ans? Oui, mais il est un peu plus âgé que moi. Il a quel âge? 22 ans. Quoi? Mais ça va pas la tête cette histoire, c'est un adulte. Mais qu'est-ce qu'il fait avec une gamine comme toi? Tu te rends compte à quel point c'est dangereux ton histoire là? Mais non, mais c'est pas dangereux pour moi, t'inquiète, vraiment, sinon je serais pas avec lui. Non, mais là je te demande pas ton avis, tu fais tes affaires, on va à la police tout de suite. Mais comment ça, la police, ça va pas? Il m'a jamais fait de mal, il m'a jamais forcé. Mais je m'en fous que t'aies pas eu l'impression qu'il t'ait forcé. Un mec de 22 ans qui se met avec une gamine de 14 ans, c'est illégal. Quand tu as moins de 15 ans, avoir une relation avec une personne majeure, c'est interdit par la loi. En fait, on considère que la relation est automatiquement non consentie. Et même si tu ne t'es jamais senti forcé à faire quoi que ce soit, si par exemple vous avez eu une relation sexuelle, c'est quand même illégal. Toi personnellement, tu ne risqueras rien, mais la personne majeure avec qui tu es en relation, elle risque des poursuites pénales. Parce qu'en fait, tes parents, ils pourront très bien les porter plainte contre elle pour viol ou agression sexuelle par exemple, en fonction des rapports que vous avez eus. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.
très contente que le logement vous plaise. J'ai juste besoin d'une signature sur ces documents. Oui, vraiment, je l'adore. Je vois une dernière feuille, attendez. Un mandat de prélèvement. Pardon, mais pourquoi il y a un mandat de prélèvement dans les papiers à signer pour l'appartement? Ah oui, en fait, on a eu quelques soucis avec d'autres locataires, donc maintenant, pour le paiement du loyer, on prélève sur le salaire directement. Bah, vous auriez pas pu me prévenir avant. Bon, ça me paraissait pas vraiment nécessaire, mais... Non, parce que là, on dirait que vous essayez de me rouler, hein. C'est pas très honnête comme démarche, ça. Non, mais écoutez, ça sert à rien de vous énerver. De toute façon, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça, hein. Je trouve ça un peu abusé de mettre le mandat de prélèvement déjà pré-rempli au milieu de tous les papiers à signer. Comme ça, si je fais pas attention, en fait, je le signe. Si vous voulez l'appartement, il faudra signer l'autorisation de prélèvement. Et si vous n'êtes pas d'accord pour que le loyer soit prélevé sur le salaire tous les mois, on arrête tout, hein. Puis moi, j'irai chercher un autre locataire. Le propriétaire n'a pas le droit de prélever le loyer sur ton salaire, même si tu es d'accord. C'est un mode de paiement du loyer qui est interdit par la loi. Donc même si c'est prévu dans le contrat de bail ou que toi ça ne te dérange pas, ce n'est pas possible. Ça c'est dû au fait qu'une telle clause dans le contrat de bail elle est réputée non écrite, donc on va faire comme si elle n'avait jamais existé. Mais ce n'est pas le seul mode de paiement du loyer qui est encadré par la loi. Oui, pour le paiement du loyer, ce sera en espèces. Donc vous voulez que je vous donne 800 € en cash tous les mois? Oui, je préfère, c'est plus pratique pour moi. Mais vraiment pas d'inquiétude, hein, c'est totalement légal de payer son loyer en espèces. Il est totalement possible de payer ton loyer en espèces du moment que le montant est inférieur à 1000 €. C'est aussi possible de payer ton loyer par chèque ou par titre interbancaire de paiement ou de faire prélever le loyer sur ton compte bancaire si tu es d'accord. Par contre, pour le prélèvement du loyer sur le compte bancaire, le propriétaire n'a absolument pas le droit de t'imposer ce mode de paiement. Donc s'il te le propose, tu as le droit de refuser. Et pour te protéger juridiquement et ne plus te faire avoir, abonne-toi pour mieux défendre tes droits. Bonjour, c'est l'agence immobilière. Vous avez quitté le logement il y a plus d'une semaine, mais on n'a toujours pas reçu votre dernier loyer. Comme l'état des lieux de sortie s'est bien passé, je comptais utiliser la caution pour payer le dernier loyer. Ah non, c'est pas possible ça, il faut que vous nous payiez le dernier loyer quand même. Non mais écoutez, je me suis déjà fait avoir par mon ancienne agence sur la caution qu'on met des mois à récupérer. Donc ça change pas grand chose pour vous. De toute façon, moi je vous verserai rien de plus. Le locataire n'a pas le droit d'utiliser le dépôt de garantie, qu'on appelle souvent la caution, pour payer le dernier mois de loyer. C'est illégal et si tu le fais, tu encours plusieurs risques. Premier risque, si tu utilises la caution pour payer le dernier loyer, ton propriétaire ne te délivrera pas de quittance de loyer. Deuxième risque, ton propriétaire pourra faire une saisie conservatoire sur ton compte bancaire. Pour ça, il n'aura pas besoin d'aller devant un juge, il pourra simplement charger un commissaire de justice de la saisie. Troisième risque, le propriétaire pourra saisir le juge des contentieux et de la protection pour te condamner à payer le dernier loyer et il pourra également réclamer des dommages et intérêts. Pour plus d'infos sur les relations locataire-propriétaire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Oui bonjour, on vient de me dire que je pouvais pas embarquer dans l'avion. Oui effectivement ce n'est pas possible, on est en surréservation. Donc en gros on a vendu plus de billets que de places dans l'avion. Ok, et du coup il se passe quoi? On cherche des volontaires pour renoncer à voyager. Donc si vous acceptez de ne pas monter dans l'avion, on vous propose un autre vol demain à la même heure et on vous offre 500 € pour votre prochain vol chez nous. Merci mais non, je dois rentrer en fait, je peux pas attendre demain. Dans ce cas on va essayer de vous remettre dans le prochain vol dès qu'on peut, mais les billets seront plus chers vu qu'il y a très peu de place, donc il faudra rajouter 50 €. Si ton vol est surbooké, c'est-à-dire en surréservation, et que tu n'es pas volontaire pour refuser d'embarquer, le droit te garantit deux options. Première option, tu peux choisir d'attendre le prochain vol sans paiement supplémentaire, et tu as le droit à des repas pendant l'attente, ainsi qu'à un hébergement et à un transport, si jamais le prochain vol n'est pas le jour même. Deuxième option, non mais écoutez, finalement je vais pas prendre le prochain vol, je vais prendre un avion avec une autre compagnie pour rentrer. Du coup, est-ce que vous prenez en charge l'autre avion? Est-ce que je vous envoie une facture ou... Non, si vous décidez de voyager par vos propres moyens, le prix du nouveau billet ne sera pas pris en charge. Par contre, vous pourrez être remboursé du billet d'avion que vous avez acheté avec nous. Si tu décides de renoncer au voyage et de ne pas attendre le prochain vol, tu as le droit au remboursement intégral de ton billet sous 7 jours. Et d'ailleurs, dans tous les cas, que tu choisisses d'attendre le prochain vol ou bien d'être remboursé, tu as le droit à une indemnisation financière qui peut aller jusque 600 €. Je mets un modèle d'indemnisation ici, tu pourras faire pause et je mets aussi le lien en commentaire. Et si ça t'a plu, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bon écoutez, c'est parfait pour moi, honnêtement vous correspondez exactement à ce qu'on recherche. Génial. Est-ce que vous avez besoin de plus d'informations pour finaliser le recrutement? Non, pas particulièrement. Ah quoi que si, j'ai vu sur votre CV que vous habitiez à Paris. C'est toujours le cas? Vous n'avez pas déménagé? Si, j'ai déménagé. Ok, pas de souci. Vous habitez où maintenant? Toujours en région parisienne, mais un petit peu plus loin, vers Massy-Palaiseau. Ah oui, quand même. Mais vous inquiétez pas, c'est pas si loin, et puis il y a le RER, c'est hyper accessible en transport. Ah oui, non mais finalement, écoutez, ça va pas être possible. Comment ça? On sait qu'il y a souvent des problèmes de transport, et c'est vraiment ingérable dans une entreprise au quotidien. Donc je suis vraiment désolée, mais on va pas aller plus loin ensemble. Si lors d'un recrutement, un employeur te traite différemment des autres candidats en fonction de ton genre, de ton origine, de ton handicap ou encore de ton lieu de résidence, c'est une discrimination. C'est constitutif d'une infraction pénale punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc si ça t'arrive, tu pourras porter plainte. Mais comment tu peux prouver ce type de comportement? Donc voilà, je suis désolée, mais on va devoir en rester là. Ah non, on va pas en rester là, c'est illégal ce que vous faites, je veux porter plainte. Eh bien écoutez, bon courage. Déjà que les plaintes sont souvent refusées, la vôtre comme ça sans preuve. Qui vous a dit que je n'avais pas de preuve? J'ai enregistré toute la conversation avec mon téléphone. Ah, vous avez enregistré la conversation. Vous êtes au courant que comme je
n'ai pas donné mon consentement, ça ne pourra pas être utilisé en justice? Devant le juge pénal, donc celui qui va se prononcer si la plainte aboutit, la preuve est libre. C'est-à-dire que tu peux présenter au juge tout élément de preuve, même des enregistrements ou des vidéos faites en cachette, et ces preuves seront recevables en justice. Pour plus d'informations sur les relations recruteur-candidat, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.